thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera l'endométriose et la sexualité. À la suite de l'interview du docteur Garrigue, gynécologue obstétricienne, qui a expliqué au couple ce qu'est l'endométriose, quels en sont les signes, les impacts sur la vie quotidienne et sur la vie de couple, j'ai décidé de poursuivre sur cette même thématique en détaillant les impacts sur la vie sexuelle et en donnant quelques petits trucs et astuces. Alors, les impacts sur la vie sexuelle. Les douleurs pendant les rapports sexuels touchent 59% des personnes ayant de l'endométriose. C'est le troisième symptôme le plus courant. Mais dans notre société, il est encore difficile de parler du désir et du plaisir féminin. La sexualité de la femme est encore perçue comme un moyen d'accéder à la maternité. Il faut ajouter à cela que dans l'imaginaire collectif, la sexualité féminine est jugée comme étant exclusivement psychologique et émotionnelle. Ainsi, lorsque l'on évoque des symptômes, ils ne sont pas toujours considérés comme tels, d'où l'éternel, c'est dans la tête. Les lésions d'endométriose se logent sur différentes zones. Le muscle de l'utérus, le péritoine, la vessie, la paroi recto-vaginale, le cul-de-sac de Douglas, les ligaments utérosacrés, le rectum ou l'intestin. Lors des rapports sexuels, ces différentes lésions vont être sollicitées de diverses façons, et c'est cela qui va entraîner des douleurs. Cependant, les conséquences de l'endométriose sur la sexualité sont plus vastes que ces douleurs. En effet, l'errance médicale que connaissent la plupart des malades affecte la confiance en soi, la relation à son corps, mais aussi à son sexe. Sans oublier que les traitements impactent la libido. Il ne suffit donc pas de contourner les douleurs pour retrouver une sexualité sereine. Faisons donc le point sur ce qui impacte la vie sexuelle des personnes souffrant d'endométriose. Alors, l'un des premiers symptômes, c'est la dyspareunie profonde. La dyspareunie désigne ainsi un souci, c'est un peu dit légèrement, notamment des douleurs durant les rapports sexuels. Il en existe plusieurs types. On fait tout d'abord la distinction en fonction de la localisation des douleurs. La dyspareunie est dite superficielle si la douleur apparaît au début de la pénétration et est ressentie au niveau vulvaire, c'est-à-dire la vulve, le clitoris, le vestibule du vagin. Elle est dite profonde lorsque l'on ressent la douleur au fond du vagin et parfois jusque dans le bas-ventre, généralement lors d'une pénétration profonde. Le plus souvent, les douleurs viennent gâcher la fête, soit pendant l'acte lui-même, soit après l'orgasme. Ces douleurs peuvent durer plusieurs jours après le rapport. Cependant, elles ne pointent pas forcément le bout de leur nez à chaque fois, ni au même endroit. Cela peut dépendre de la période du cycle menstruel, de notre niveau d'inflammation et de notre état de stress, puisque le stress cause des réactions inflammatoires et des crispations. Ce peut être la sensation que lors de la pénétration, ça cogne contre quelque chose au fond du vagin. Il s'ensuit une douleur qui ressemble à des coups de poignard dans le bas-ventre. Ou alors, la sensation que ça appuie sur un bleu, au fond. Les contractions et les décharges électriques sont aussi souvent évoquées. Les douleurs ne sont pas toujours prononcées. Il peut s'agir de tiraillements, d'une gêne ou de lourdeur. Le site pelvien le plus couramment impliqué dans l'endométriose est le cul-de-sac de Douglas, situé au fond du vagin. Cette douleur peut s'accentuer si la lésion fait adhérer le vagin au rectum. L'inflammation et la fibrose causent la douleur, notamment parce que la lésion empêche la mobilité et l'extension du vagin. Il en va de même en cas d'atteinte des ligaments utérosacrés qui se trouvent de part et d'autre du cul-de-sac de Douglas et sont très souvent touchés par l'endométriose. Cependant, si l'endométriose est diffuse, toutes les positions peuvent être douloureuses. Lors de l'orgasme, une succession de spasmes musculaires rapides va se déclencher. Les muscles qui font se contracter se situent dans la région pelvienne, zone qui est généralement la plus touchée par l'endométriose. Ces contractions peuvent potentiellement appuyer sur des lésions et surtout tirer sur des adhérences, ce qui va causer des douleurs. En plus d'être capables de se vasculariser, les lésions de l'endométriose peuvent aussi s'innerver. Or, les nerfs transmettent les messages de douleur au cerveau. Les adhérences, forme de tissu cicatriciel, peuvent se raffermir avec le temps et ont tendance à se rigidifier. Alors, les organes ne peuvent plus bouger à leur aise, ce qui aggrave l'inflammation et fait tomber dans un cercle vicieux. La zone devient alors douloureuse. Ces tissus cicatriciels peuvent aller jusqu'à figer le pelvis. Les organes pelviens sont partiellement ou totalement cimentés et deviennent fermement collés aux os du bassin. Les fonctions habituelles, telles qu'aller à la selle, vider la vessie,
les menstruations et les rapports sexuels sont extrêmement douloureux en raison de la nature resserrée des cicatrices et de la modification de l'anatomie. Les tissus immobilisés vont progressivement faire perdre leur mobilité aux tissus voisins par manque d'entraînement. La douleur a aussi tendance à créer des crispations et à nous empêcher de faire toute activité. La boucle est bouclée, notre bassin est immobilisé. Or, les tissus doivent être en mouvement, sans quoi ils deviennent douloureux. Sans oublier que l'immobilité peut entraîner une congestion pelvienne. La première chose à faire donc est de bouger. La marche est excellente et facile d'accès. Il y a aussi certaines positions du yoga, le papillon, le chat vache, l'enfant ou le cordonnier sur le dos, vous pourrez rechercher sur Internet, qui permettent de bouger et de cibler le bassin sans pour autant dépenser beaucoup d'énergie. Les bains de siège peuvent soulager la congestion du bassin. L'alternance chaud-froid stimule la circulation pelvienne et aide à obtenir une bonne circulation sanguine et lymphatique. Le soin de prédilection en la matière reste l'ostéopathie. En effet, cette discipline permet de travailler sur les tissus et ainsi leur permettre d'être à nouveau mobiles. C'est donc un allié de choix contre l'endométriose et les bienfaits tirés au quotidien devraient se faire ressentir aussi dans la vie sexuelle. Autre symptôme, les douleurs neuropathiques. Il s'agit du 4e symptôme le plus courant avec une endométriose. La douleur est causée par des nerfs endommagés. La douleur neuropathique se manifeste par une sensation de brûlure, d'étau, de picotement, de tiraillement, voire de décharge électrique ou de coups de poignard. Généralement, elle se fait ressentir dans le dos et les jambes, notamment au niveau du nerf sciatique. Les ballonnements accompagnent souvent ces douleurs et aggravent les douleurs pelviennes. Ces douleurs impactent la vie sexuelle car la région pelvienne fait souffrir. Le nerf pudendal est l'une des localisations de l'endométriose. Malheureusement, ce nerf est relié au clitoris. Cela peut se traduire par une sensation de brûlure ou de décharge au niveau du clitoris. Inversement, le clitoris peut être moins sensible. Au quotidien, l'inflammation n'est pas ce qui est le plus douloureux, mais c'est cette inflammation qui entraîne tout un tas de dysfonctionnements à plus ou moins long terme. Adhérence, douleurs neuropathiques, troubles intestinaux. Le moyen le plus courant pour traiter le problème à la source est d'adopter un régime anti-inflammatoire. 3e symptôme, la baisse et ou la perte de libido. Le plus souvent en France, le diagnostic d'endométriose s'accompagne de la prescription d'une hormonothérapie, pilule contraceptive en continu. Or, par définition, les traitements hormonaux bouleversent les taux d'hormones, notamment les œstrogènes et la testostérone, ce qui peut impacter la libido au niveau des pulsions hormonales. Finalement, sous pilule, c'est plutôt un lissage de la libido. Il peut donc falloir du temps pour appréhender cette nouvelle libido et pour découvrir une sexualité moins pulsionnelle, tendant plutôt vers la pleine conscience. La baisse de testostérone rend moins réceptive aux manifestations de désir de l'autre, freine les fantasmes et rend l'excitation plus difficile. On peut utiliser en phytothérapie du ginkgo biloba et du ginseng sibérien, en aromathérapie des huiles de cannelle de Chine, de rose de Damas, d'ylang-ylang et de kunzea. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Les lectures érotiques peuvent relancer également la machine. L'ambiance est également importante. Lumière tamisée, musique de lover, sieste crapuleuse, du temps pour se déconnecter donc de la vie de tous les jours et se reconnecter à l'autre et retrouver un peu de sérénité, peut-être par le yoga, la sophrologie, la randonnée, la méditation. À vous à nouveau de choisir ce qui vous convient le mieux, d'essayer. Avant de choisir, c'est essayer. Un autre symptôme, c'est la sécheresse vaginale. Elle va se manifester par une sensation au niveau du vagin d'irritation, de démangeaison et ou de brûlure, voire des douleurs pendant les rapports. Elle constitue donc un frein à la sexualité qui vient s'ajouter à la dyspareunie. L'utilisation d'un lubrifiant à base d'acide hyaluronique ou d'aloe vera est efficace. L'huile de coco également, mais attention, si vous utilisez des préservatifs, tout lubrifiant à base d'huile peut les endommager. Un autre symptôme moins connu, c'est le syndrome de la tête flottante. Lorsque l'on souffre sans cesse, que rien ne nous soulage ou qu'on ne nous croit pas, il ne reste qu'une solution, occulter la douleur. On commence par ignorer les souffrances, parfois au point de développer une résistance à la douleur, et on finit par se couper de son corps. Il y a aussi des antidouleurs qui soulagent, mais font tellement planer qu'on se retrouve loin de son corps. Autant de choses qui nous transforment en tête flottante. Il s'agit d'un mécanisme de sécurité pour se préserver de la douleur, mais en se coupant de tout, on n'a plus accès aux sensations agréables non plus. Les massages constituent un excellent commencement pour réintégrer son enveloppe charnelle. La méditation en pleine conscience est l'outil idéal pour être dans l'instant présent.
Grâce à la pleine conscience, la douleur ne sera plus anticipée et cela donnera accès à l'écoute des caresses, des baisers et du bien ressenti. Le dernier outil conseillé est la sophrologie, qui a une place de choix dans la prise en charge des douleurs chroniques. Cette méthode repose sur des exercices de respiration abdominale, de décontraction musculaire et de visualisation mentale. La masturbation est également une excellente façon de reprendre sa vie sexuelle, car avec l'endométriose, on a souvent peur d'avoir mal. Or, en se masturbant, on a un contrôle total, ce qui rassure. Cela facilite aussi les choses car on n'a pas à se préoccuper du plaisir de l'autre. La masturbation seule permet de n'avoir qu'un objectif en tête, savourer l'instant. Elle a un autre avantage, son effet antalgique. Les sextoys à stimulation clitoridienne externe et interne peuvent être utiles lorsque l'on veut cartographier les douleurs ou encore se rappeler que notre vagin peut accueillir autre chose qu'une sonde échographique intravaginale. Une fois que l'on a cartographié ces douleurs, il est plus facile d'avoir confiance lors des rapports sexuels, car on sait comment éviter les zones douloureuses. Plus on se connaît, plus on accède facilement au plaisir et plus on a confiance en soi. On aborde alors les rapports sexuels avec sérénité, car on sera en terrain connu et on saura guider l'autre. Pour cette vidéo, je me suis fortement inspirée du livre de Marie-Rose Gallès, Endo et Sexo. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant en couple, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. C'était Un temps pour votre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt pour de nouveaux sujets.